là người Việt Nam, dù có lớn khôn ở khắp phương trời. Con có một quê hương xinh tươi bên kia bờ Thái Bình Dương. Quê hương là mẹ cha, là tiếng nói ngọt ngào Việt Nam. Chúng tôi kính mời quý vị vào chỗ ngồi và chúng ta sẽ bắt đầu bằng lễ trao quốc kỳ Pháp và Việt Nam. Madame, Monsieur, je voudrais attirer votre attention et vous demander toutes vous lever pour chanter avec nous l'hymne national en signe de respect vers notre deuxième patrie. Je vous remercie. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent sur l'endroit et marcher au fil de nos campagnes. Aux femmes citoyens, allez aux bataillons, marchons, Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. L'hymne national du Vietnam, du juste Vietnam libre. để không dẫn tới quốc gia ngày giải phóng, trong lòng không thể hy sinh thiên nhiên cần sống vì tương lai của dân cùng sống và quyết định làm sao cho dân từ nay luôn vững bền cho thầy voi trên quốc gia. Thủ nước ngày màu nào đêm mơ nói rằng lúc yên bài dân giải nghị người thầu dân lòng thân tâm chính một trăm年chiến đấu làm cho tha đất vang tiếng người nước nặng cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau đi thân tôi con, công dân ơi, mau làm cho tôi bất quan cơn đàn bà nghe vào nói rằng dân dậy Việt Nam không dân lạc Chúng ta dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn tiền nhân đã xây dựng và vun bồi đất nước. 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ những chiến sĩ anh hùng vô danh đã hy sinh đổ xương máu cho một quê hương Việt Nam độc lập tự do. Phút mặc niệm để tưởng nhớ những thuyền nhân đã vì tự do rời khỏi quê hương đau thương đổ nát. Và phút mặc niệm còn lại để tưởng nhớ những anh hùng, những chiến sĩ đã đóng góp cho nền Cộng hòa Việt Nam vĩnh cửu. Phút mặc niệm bắt đầu.
nghi lễ chào bất kỳ và phút mặc niệm chấm dứt. Xin kính mời quý vị an tọa. Kính thưa quý vị, để mở đầu Đại nhạc hội Người Việt và quê hương thứ hai ngày hôm nay, chúng ta rất là hân hạnh được đón chào MC, nhạc sĩ Nam Lộc và ca sĩ Thúy Vi. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình Người Việt và quê hương thứ hai, xin mời chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ do các em trẻ, ca sĩ và Hội Vinh danh Cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính mời. Ta như nước sông dần chẳng có bao giờ tàn, nước dài muôn ngàn chỉ một trận cười vang vang. Thế sao bằng chân gồng xiên của tôi xa xao, tôi không ai dừng gió theo tiếng sinh kêu lòng sao. Và tiếng sức kêu làm dây trước mặt mọi người, nụ cười một đời là một nụ cười không tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng khóc lời, người ta trong đời trong riêng của lòng nhân dân. Máu đã từng anh khăn vàng khôn lành, sương đã tìm lấy cha ông Việt Nam từng ngày qua. Đời nào khi trong đã được khôn nguôi, chúng ta thành một đoàn người yên lặng trên bàn trong hát cười đua đưa con thương Việt Nam. Yêu con yêu con yêu hồn yêu hồn, con Việt Nam yêu con Việt Nam yêu hồn yêu hồn. Là chủ tịch của hội xin lên có đôi lời gửi đến quý vị. Xin mời. Kính thưa quý vị ban khách, kính thưa toàn thể quý đồng hương. Chương trình hôm nay đã mở màn bằng ca khúc Việt Nam quê hương ngạo nghễ, một bản hùng ca khơi dậy trong chúng ta niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương Bắc Việt. Dù sinh ra ở nơi đâu và dù đang sống ở phương trời nào, trong tim mỗi người Việt chúng ta luôn có một quê hương mang tên Việt Nam. Quê hương ấy không chỉ là dải đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương, mà còn là hương vị bữa cơm mẹ nấu, là lời ru à ơi, thổ ấu thơ, là những câu chuyện ông bà kể mỗi độ thu sang hay khi Tết đến xuân về. Với thế hệ đầu tiên, những người rời quê hương trong nỗi ngậm ngùi sau ngày 30 tháng 4 1975, tình yêu đất nước là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Chính họ đã mang theo tiếng Việt, gìn giữ truyền thống và trao lại cho con cháu bằng tất cả trái tim. Nhờ vậy, dù sinh ra và lớn lên nơi xứ người, thế hệ trẻ, ngày hôm nay quý vị sẽ được nghe và thấy 17 em vẫn cảm nhận được Việt Nam qua những khúc dân ca Tà áo dài, Mùa trung thu rước đèn hay buổi Tết Hoàng Viên. Quê hương không chỉ là một địa danh mà trở thành một ký ức, một miền yêu thương, một bản sắc và thành tình yêu trong mỗi chúng ta. Chính sự nối tiếp giữa các thế hệ trong yêu thương và tự hào đã tạo nên một Việt Nam không biên giới, một Việt Nam sống mãi trong từng ánh mắt, từng nụ cười và lời ca của những người con xa xứ. Với niềm tin đó, hôm nay Hội Vinh danh Cờ vàng Việt Nam Cộng hòa Âu Châu do chúng tôi tổ chức chương trình Người Việt và quê hương thứ hai qua một nhịp cầu nối như quá khứ và hiện tại, truyền thống và sáng tạo, quê hương và thế hệ trẻ. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn truyền đến thế hệ trẻ ngọn lửa dân tộc Việt Nam Cộng hòa và giúp các em nhận thức được giá trị của truyền thống, lịch sử và văn hóa Việt. Chúng tôi hy vọng các em sẽ mang tình yêu quê hương trong trái tim, đồng thời thừa kế và phát huy những giá trị quý báu
mà các thế hệ đi trước đã bồi đắp. Sự tham gia của các em hôm nay cũng là một tấm gương sống động, nhắc nhở quý phụ huynh về trách nhiệm cao quý, dạy dỗ con em mình nhớ đến cội nguồn và trân quý bản sắc dân tộc. Tất cả chúng ta đều có một sứ mệnh: giữ gìn văn hóa Việt, gắn bó cộng đồng và duy trì ngọn lửa yêu nước cùng lý tưởng tự do. Và ngày hôm nay, chương trình càng có thêm ý nghĩa khi có sự hiện diện của nhạc sĩ, kim ca sĩ Nam Lộc đến từ Hoa Kỳ. Dạ, xin anh Nam Lộc đứng lên cho những người nào chưa biết. Anh Nam Lộc là một gương mặt quen thuộc, một tiếng nói uy tín và gần gũi với cộng đồng người Việt hải ngoại suốt nhiều thập niên. Anh luôn hết lòng với việc bảo tồn văn hóa Việt và nâng đỡ thế hệ trẻ nơi đất khách. Mesdames et messieurs, chers invités et chers compatriotes, le spectacle d'ouverture que vous venez de voir avec la chanson intitulée Việt Nam, nous sommes fiers de notre terre natale, était rempli de sens, qui éveille en nous la fierté nationale et l'amour éternel pour notre pays, le Vietnam. Peu importe où nous sommes nés et l'endroit où nous vivons, dans le cœur de chaque Vietnamien, demeure toujours une patrie, le Vietnam. Cette patrie n'est pas seulement cette terre en forme de S qui borde l'océan Pacifique, elle est aussi la saveur des repas maternels, la berceuse d'autrefois ou encore les histoires racontées par nos grands-parents à l'automne ou pendant le Tết. Pour la première génération, ceux qui ont quitté le patrie avec nostalgie, après le 30 avril 1975, l'amour de la patrie est une flamme qui ne s'éteint jamais. Ils ont emporté avec eux la langue vietnamienne, préservé les traditions familiales et les ont transmis à la génération suivante avec tout le cœur. Grâce à eux, même nés et élevés à l'étranger, les jeunes générations que vous allez voir, les 17 jeunes que j'ai pu les inviter, ils ont continué de sentir le Vietnam à travers les chants folkloriques, les tuniques Vietnam áo dài que je porte, la fête de mi-automne et la célébration du Nouvel An lunaire en famille. Ainsi, la patrie n'est pas seulement un lieu géographique, elle est devenue un souvenir, un lieu d'affection et une part de notre identité. C'est ce lien entre les générations, dans l'amour et la fierté, qui fait du Vietnam un pays sans frontières. Un Vietnam vivant à travers chaque regard, chaque sourire et chaque chant que nous entendons dans le pays étranger. Avec cette conviction, aujourd'hui, l'association Honneur du drapeau jaune de la République du Vietnam en Europe, que je préside, nous avons l'honneur d'organiser le programme Les Vietnamiens et la seconde patrie, comme un pont qui relie le présent et le passé, la tradition et la créativité, la patrie et la jeune génération. La participation de nos jeunes aujourd'hui est également un exemple vivant qui rappelle à tous les parents leur responsabilité essentielle. Éduquer les enfants à se souvenir de leurs racines et chérir leur identité culturelle. En particulier, nous souhaitons transmettre à la jeune génération la flamme de la République du Vietnam et les aider à prendre conscience de la valeur de la tradition, de l'histoire de la culture vietnamienne. Nous espérons qu'ils porteront l'amour de leur patrie dans le cœur, tout en héritant et en valorisant les précieux héritages que les générations précédentes ont cultivés. Nous partageons tous une même mission, préserver la culture vietnamienne, renforcer les liens communautaires et entretenir la flamme patriotique ainsi que l'idéal de la liberté. Le programme d'aujourd'hui prend une signification plus particulière grâce à la présence de compositeur-chanteur Nam Lộc.
C'est une figure familière et respectée de la communauté vietnamienne à l'étranger depuis des décennies. Inlassablement, il a contribué à préserver la culture vietnamienne et à soutenir les jeunes générations dans les pays d'accueil. Merci. Cảm ơn Ngọc Châu. Merci Ngọc Châu là President. Association vinh danh cờ vàng Việt Nam Cộng hòa Âu Châu là một cái hội đoàn rất là trẻ nhất của các hội đoàn nước Pháp, mới được thành lập cách đây 1 năm thôi. Ngọc Châu là hội trưởng và tôi phụ tá. Có vài lời để giải thích cái lý do mà chúng tôi tổ chức thì Ngọc Châu đã nói rồi. Tôi xin giải thích thêm một chút nữa về một vài chi tiết là chúng tôi là một hội đoàn trẻ, thành ra cái tổ chức ngày hôm nay không nhằm mục đích lấy tiền, không gây quỹ. Tất cả những yêu cầu về ủng hộ giá vé và những sự ủng hộ đều nằm để mà chi phí cho tổ chức. Chúng tôi không có lấy một cái lợi nhuận nào hết, xin nhấn mạnh. Và trước hết chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa có mặt ngày hôm nay, là những chiến sĩ năm xưa, nay tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ hải ngoại. Chúng tôi cảm ơn nhà văn Kim giáo sư đến từ Geneva, Thụy Sĩ, chị Anh Thơ Andres, anh Nam Lộc đến từ Hoa Kỳ, các nhà văn tại Pháp, anh Trần Trung Quân, anh Đỗ Bình và các nhà văn thư khác, đại diện các hội đoàn và tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, những tiếng nói không mỏi mệt vì một Việt Nam tự do và nhân bản. Chúng tôi cũng cảm ơn các anh chị em, các cháu từ Bỉ, từ Đức, Hoa Lan, Thụy Sĩ và một số nước láng giềng Âu Châu, các ông bà, chú bác, các anh chị em và các cháu ở Paris và các vùng phụ cận. Và sau cuối là chân thành cảm ơn những mạnh thường quân, những người đã ủng hộ chương trình nhưng không thể có mặt ngày hôm nay. Đặc biệt có cháu Thúy Vi từ bên Mỹ, bên Hoa Kỳ tới. Alors nous avons l'honneur d'accueillir Thuy Vi Victoria. Elle vient des États-Unis, de Los Angeles. Donc c'est l'une des meilleures voix de notre génération née aux États-Unis, mais qui chante parfaitement les 8 langues, dont le vietnamien. Alors vous allez pouvoir la découvrir tout à l'heure. Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer chaleureusement les anciens combattants de l'armée de la République du Vietnam, héros d'hier sur les champs de bataille, aujourd'hui, qui sont encore des billets physiques et spirituels pour la jeunesse vietnamienne de l'étranger. Nous remercions les écrivains M. Trần Trung Quân et M. Đỗ Bình, M. MC Nam Lộc qui se déplace des États-Unis d'Amérique. L'écrivain et professeur venu de Genève, Madame Anthe Andres. Les représentants de certaines associations, organisations œuvrant pour la démocratie et les droits humains. Les voix infatigables pour un Vietnam libre et humain. Les compatriotes venus de Belgique, d'Allemagne, de Hollande, de Suisse et d'autres pays voisins en Europe. Et les amis de la communauté vietnamienne à Paris et régions avoisinantes. Je vous remercie sincèrement, ainsi qui nous ont soutenus sans pouvoir être présents. Merci. Merci. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh chị Nguyễn Quốc Nam cũng đã ủng hộ và hôm nay chương trình có được chia ra 3 phần. Phần thứ nhất là hội thảo và văn nghệ cùng các em với sự hướng dẫn của anh Nam Lộc. Phần thứ hai là văn nghệ với chủ đề tình ca quê hương và phần thứ ba là dạ vụ nhạc trẻ. Trong tinh thần đoàn kết, chúng em xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện quý báu của từng cá nhân đã đến tham dự chương trình hôm nay. Và nếu có bất kỳ sơ suất nào, xin quý vị niệm tình bỏ qua. Le programme de ce soir, de aujourd'hui se compose en 3 parties. La première partie, conférence et spectacle, avec la participation des jeunes sous la direction de M. Nam Lộc. La deuxième partie, spectacle musical sous le thème Chanson d'amour pour la patrie. Et troisième partie, c'est le bal musical. Dans un esprit de solidarité, le comité d'organisation tient à s'exprimer sa profonde gratitude
avec la présence précieuse de chacune d'entre vous. Merci. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin quý vị xem một cái đoạn phim đã được thực hiện cũng do một người trẻ đã phụ giúp chúng tôi trong cái công việc thực hiện cái đoạn phim này để mà cho thế hệ sau cũng như là cho những các em ở Pháp, ở Đức, ở tất cả mọi nơi hiểu được vì sao chúng ta ở đây, cái quá trình lịch sử của chúng ta cũng như là cái lịch sử của lá cờ vàng của chúng ta. Vâng. Donc Thanh Quyên vient de Belgique, donc elle a réalisé ce film pour vous expliquer quel est notre parcours, pourquoi on est là et pourquoi on se lève encore notre drapeau jaune. Thước phim ngắn này là kết quả của sự đóng góp ý tưởng từ cô Ngọc Châu và Thanh Quyên. Và Thanh Quyên là cái người thực hiện cái phim này. Bộ phim này đưa chúng ta trở lại dòng lịch sử Việt Nam từ hai miền Nam Bắc trước năm 1975 qua những biến cố, chiến tranh và sự can thiệp quốc tế đến biến cố tháng 4 năm 1975 với sự sụp đổ của miền Nam. Tiếp đó thì phim sẽ ghi lại những hành trình vượt biên đầy gian khổ của đồng bào và cuộc sống trong các trại tị nạn và tiến trình định cư tại hải ngoại. Qua những hình ảnh và tư liệu, phim có cho thấy các cộng đồng người Việt nơi đất khách được hình thành, gìn giữ văn hóa và phát triển tinh thần Việt. Hơn thế nữa thì thước phim là lời nhắc nhở về giá trị của tự do, nhân quyền và tinh thần kiên cường. Chúng ta phải hãnh diện về nguồn gốc và công lao cha ông đã hy sinh và để lại cho thế hệ hôm nay. Và chính vì lý do đó, mọi người trong chúng ta phải cần nối tiếp công việc ấy, duy trì và phát triển cộng đồng, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tích cực tham gia sinh hoạt của người Việt tại hải ngoại. Voilà, merci Phương Quyên rất là nhiều và bây giờ xin mời quý vị đón xem bộ phim. Alors vous allez comprendre par vous-même les démarches de Phương Quyên par le film. Nous vivons une période sombre. Connaître le passé pour comprendre le présent. Celui qui s'est transformé le présent maîtrisera l'avenir. Après la Seconde Guerre mondiale, les Français revinrent en Indochine et se heurtèrent à une forte résistance de la part des Vietnamiens. En mars 1945, l'empereur Bao Day proclama l'indépendance du Vietnam et abrogea les traités signés avec la France à la fin du XIXe siècle. Il abdiqua également, mettant fin à la monarchie, afin de céder le pouvoir à un gouvernement qu'il espérait moderne et démocratique. La République démocratique du Vietnam fut alors fondée, mais rapidement, ce nouvel État fut monopolisé par un groupe de communistes. Ce gouvernement échoua dans ses négociations avec les Français et ne parvint pas à empêcher leur retour. La guerre franco-vietnamienne éclata en 1946. Après 3 années de guerre, les Français durent négocier avec les nationalistes vietnamiens une solution pour un Vietnam indépendant, intégré dans l'Union française. Cette solution permit au Vietnam de se développer progressivement dans tous les domaines, économiques, financiers, militaires et politiques. L'État du Vietnam fut alors fondé, reconnu comme seul représentant légitime du pays sur la scène internationale, et placé sous l'autorité du chef de l'État, Bao Day. Au début des années 1950, les États-Unis commencèrent à fournir une aide militaire et financière au Vietnam par l'intermédiaire de la France dans la guerre contre le Viet Minh en Indochine. La défaite française en 1954 entraîna la perte de la moitié du territoire de l'État du Vietnam au profit des communistes. Lorsque le gouvernement de la République du Vietnam fut établi, les États-Unis poursuivirent leur soutien afin de l'aider à résister au Nord communiste. Les accords de Genève de 1954 sont une série de conventions conclues lors de la conférence de Genève, visant à mettre fin à la première guerre d'Indochine entre la France et le Viet Minh. Selon les dispositions de ces accords, le Vietnam fut provisoirement divisé au niveau du 17e parallèle, le Nord placé sous le contrôle des communistes dirigés par Ho Chi Minh, tandis que le Sud fut administré par l'État du Vietnam. Cette division était censée être temporaire, avec un projet d'élection générale prévu pour 1956 afin de réunifier le pays, mais ces élections n'eurent jamais lieu. Les accords prévoyaient également le retrait des troupes françaises et reconnaissaient l'indépendance du Laos et du Cambodge. Bien que les États-Unis et la République du Vietnam n'aient pas signé ce document, les accords de Genève ont jeté les bases du conflit vietnamien qui suivit. Après les accords de Genève de 1954, le régime communiste du Nord-Vietnam mit en œuvre de nombreuses politiques répressives afin de consolider son pouvoir. Ces politiques incluaient la réforme agraire accompagnée de campagnes de dénonciation sanglantes,
la répression des religions et des intellectuels, la nationalisation des entreprises privées, ainsi qu'un contrôle strict des libertés individuelles. Parallèlement, les autorités du Nord se préparèrent activement à une guerre visant à conquérir le Sud par la force. Ces mesures provoquèrent une terreur généralisée et de profondes souffrances, poussant près d'1 million de personnes à fuir le Nord pour se réfugier au Sud, à la recherche de liberté. Le Sud du Vietnam, sous le régime de la République du Vietnam, était surnommé « la perle de l'Extrême-Orient », prospère, ouvert et marqué par une intense activité internationale. Saigon était un centre de presse libre, de vie artistique dynamique et de pluralisme politique. Cependant, les communistes ne cessèrent de saboter le Sud par des actes de terrorisme, menés par des agents infiltrés restés dans la région. De plus, le climat de liberté permit à certains intellectuels et membres du troisième courant de promouvoir une position neutre ou un dialogue avec le Nord, sans percevoir la nature autoritaire et violente du régime communiste du Nord. Entre 1961 et 1963, sous la présidence de John F. Kennedy, les États-Unis envoyèrent des milliers de conseillers militaires pour former les forces armées de la République du Vietnam. En 1963, le régime de la Première République s'effondra, marqué par la mort tragique du président Ngo Dinh Diem. Les États-Unis envisagèrent alors une intervention militaire directe sur le champ de bataille vietnamien, face à la montée en puissance du Nord communiste, soutenu par le bloc communiste international. Tout au long de la guerre du Vietnam, à partir des années 1960, les communistes du Nord lancèrent des centaines d'offensives, grandes et petites, chaque année jusqu'en 1975. Entre 1964 et 1973, les États-Unis engagèrent des opérations militaires de grande envergure à partir de 1965, mobilisant des centaines de milliers de soldats. Cette période fut marquée par des affrontements particulièrement violents, notamment l'offensive générale du Thé en 1968, ainsi que par une vague croissante de mouvements anti-guerre à travers le monde. En juillet 1971, Henry Kissinger, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, effectua une visite secrète en Chine populaire, marquant un tournant majeur dans la géopolitique de la guerre froide. Cette mission confidentielle, connue sous le nom de code « Opération Marco Polo », visait à ouvrir la voie au dialogue entre les États-Unis et la République populaire de Chine, isolée du monde occidental depuis 1949. Cette stratégie permit de contrebalancer l'influence de l'Union soviétique, de redéfinir les alliances mondiales, et d'initier le processus de réintégration de la Chine dans le système international. Biên bản buổi họp giữa ông Chu Ấn Lai và ông Kissinger, mà cái biên bản đó không phải là do phe Mỹ làm mà do phía Trung Cộng làm. Trong cái đoạn đó có nói rằng là Chu Ấn Lai có hỏi ông Kissinger là vấn đề Việt Nam thì ông Mỹ tính sao? Thì phía Mỹ ông Kissinger trả lời là nếu nước Mỹ có thể chấp thuận một nước Trung Quốc Cộng sản thì chúng tôi cũng có thể chấp nhận một nước Việt Nam Cộng sản. En 1973, les accords de Paris entraînèrent le retrait complet des forces combattantes américaines du Vietnam, mettant officiellement fin à l'intervention militaire directe des États-Unis. Bien que les États-Unis aient continué à fournir une aide financière et logistique à la République du Vietnam, ce soutien s'avéra insuffisant et mal coordonné, isolant progressivement le gouvernement sud-vietnamien. Pendant ce temps, le Nord viola les clauses de l'accord, poursuivant ses opérations militaires et préparant une offensive générale à grande échelle. Ces violations conduisirent à la chute de Saigon en avril 1975, marquant la fin de la guerre et l'unification du Vietnam sous un régime communiste à parti unique. Les Boat People vietnamiens étaient des réfugiés ayant fui leur pays par la mer après la chute de Saigon en 1975, dans le but d'échapper à la répression politique, au camp de rééducation et à l'effondrement économique sous le régime communiste. De la fin des années 1970 jusqu'au milieu des années 1990, plus d'1 million de personnes ont risqué leur vie à bord de bateaux surchargés, et souvent inadaptés à la navigation en haute mer, affrontant tempêtes, famines et attaques de pirates. Les pays occidentaux, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne et bien d'autres, ont répondu par des programmes de réinstallation humanitaire, tels que le programme de départ ordonné et le plan d'action global. Ces initiatives ont permis à plus de 1,6 million de réfugiés vietnamiens de s'intégrer dans de nouvelles sociétés. Malgré les difficultés initiales, les Boat People vietnamiens et leurs descendants sont devenus des membres bien intégrés dans les sociétés occidentales, contribuant activement dans des domaines tels que la médecine, l'ingénierie, le commerce et l'éducation. Leur réussite est souvent attribuée à un fort attachement aux valeurs familiales, à une volonté résiliente et à une grande importance accordée à l'éducation, faisant d'eux un exemple emblématique d'intégration des réfugiés et d'adaptation culturelle. Le mur de Berlin s'est effondré en novembre 1989, devenant le symbole de la fin du rideau de fer. Pendant ce temps, en Chine populaire, les appels à la réforme atteignirent leur apogée avec les manifestations de la place Tiananmen en juin 1989, où étudiants et citoyens revendiquèrent des libertés démocratiques.
Ce mouvement fut brutalement réprimé par les autorités chinoises, entraînant un bain de sang qui fit des centaines, voire des milliers de morts. Contrairement à l'Europe de l'Est, où la plupart des régimes communistes se sont effondrés, les dirigeants chinois conservèrent leur pouvoir, optant pour une voie de réforme économique sans ouverture politique. Quant à l'Union soviétique, elle se désintégra en décembre 1991, marquant la fin de la guerre froide et bouleversant l'ordre géopolitique mondial. En plus de bafouer ouvertement les droits de l'homme, l'adhésion de la Chine populaire à l'Organisation mondiale du commerce, en décembre 2001, fut un événement majeur qui bouleversa l'ordre économique et géopolitique mondial. Les dirigeants occidentaux espéraient que cette avancée mènerait la Chine vers une libéralisation politique et une économie de marché. Or, la Chine a conservé son modèle économique étatique, tout en exploitant l'accès à l'OMC pour stimuler ses exportations et développer son industrie de manière spectaculaire. Cette adhésion n'a pas seulement transformé le commerce international, elle a aussi redéfini l'équilibre des puissances, remis en question les modèles économiques occidentaux, et laissé une empreinte durable sur l'inflation mondiale ainsi que sur les marchés immobiliers. Après un demi-siècle de retard, le Vietnam fait face à une réalité préoccupante. La stratégie de développement repose sur l'endettement, dissimulé derrière un vernis de propagande sur le progrès. La pauvreté sévit encore à grande échelle, touchant une large partie de la population, tandis que les inégalités dans l'éducation persistent, comme en témoignent les écoles mal équipées et l'accès limité à un enseignement de qualité. La corruption est profondément enracinée dans l'appareil administratif, avec des scandales récurrents, et une désorganisation structurelle qui érode la confiance du public. De nombreux observateurs estiment que les normes éthiques et morales se sont dégradées, alors que le népotisme et le favoritisme de clans prennent le pas sur le mérite et l'intégrité. Ces conditions ont alimenté une vague croissante de désillusion, poussant de nombreux Vietnamiens, y compris des jeunes et des membres mécontents du Parti communiste, à chercher refuge à l'étranger, en quête de dignité, de liberté et d'un avenir meilleur. Ce mouvement migratoire reflète une profonde et manifeste insatisfaction, qui continue de remettre en question les aspirations nationales à l'unité, à la justice et à un véritable progrès. En ce moment même, c'est le moment pour nous d'assumer nos responsabilités, et de façonner un avenir à la hauteur de nos aspirations. Les dictateurs maintiennent souvent leur pouvoir par la violence, la censure et le contrôle, mais ce qui les menace réellement, c'est la liberté d'expression et la révélation de la vérité. Les armes et les actes de violence peuvent défier leur autorité physique, mais sont facilement réprimés. En revanche, le dialogue ouvert, les médias indépendants et l'information non censurée ébranlent leur légitimité, exposent la corruption et éveillent la conscience populaire. Lorsque les citoyens commencent à penser librement, à remettre en question les discours de propagande, et à partager leurs idées, les fondations du régime autoritaire commencent à se fissurer. C'est pourquoi les dictateurs craignent davantage la parole que les armènes, car une fois que la vérité se répand, il devient difficile de la faire taire. En plus de cela, nous devons soutenir les prisonniers politiques au Vietnam, tels que le Dinh Luong, Vuong Tan Thuan, Nguyen Chi Thuyen, Nguyen Vu Binh, Phan Van Bac, Ngo Thi Tu Nien, Thuong 800, alias Huiduc, Le Maneugne, Dan Dinh Bac, Bui Van Thuan, Train Battu, Duong Van Thai, Nguyen Thi Tam, et ainsi de suite. Cette liste reflète une situation alarmante des droits humains au Vietnam, où les voix critiques sont réprimées, et les libertés fondamentales gravement bafouées. Exerçons pleinement notre droit à la liberté d'expression, écrivons des blogs, tenons des journaux visuels, prenons la parole et révélons la vérité. Engageons-nous aux côtés des autres militants et amplifions leur voix. Sensibilisons le monde aux violations commises par le régime communiste vietnamien. Refusons de collaborer avec les systèmes oppressifs, cessons d'utiliser la monnaie du régime, boycottons ses réseaux financiers et ses structures économiques. Chaque année, participons à la marche de 4 jours aux Pays-Bas pour honorer le drapeau jaune. L'Association pour l'honneur du drapeau jaune de la République du Vietnam a fondé le groupe des descendants de la République du Vietnam, visant à rassembler les jeunes d'origine vietnamienne pour préserver les traditions, renforcer les liens et promouvoir l'esprit républicain vietnamien. Ce groupe bénéficie du soutien, des conseils et du partage d'expériences de l'association. Enfin, participons au camp d'été organisé par les communautés vietnamiennes réfugiées à travers le monde. Ces actions ne sont pas seulement des formes de résistance, elles constituent les fondations d'un avenir meilleur. Vâng, và sau đây là chúng ta đã có cái